Glamazon Studies. Le boudoir audio où l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace, en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement et les clichés du développement personnel. Dans cet écrin audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. Bonne écoute. Gare à celles et ceux qui réduiraient Daria, alias Lilith Fatal, à une compagne d'eux ou simplement à une influenceuse rétro. Non, son univers et sa vision sont bien plus étendus. Artiste complète, elle s'épanouit autant dans la photo que dans le collage, sur scène ou dans la direction artistique d'un court-métrage. C'est aussi une passionnée de lingerie qui inspire sa communauté, majoritairement féminine, à embrasser son corps et à jouer avec les styles. Je suis Daria depuis ses débuts sur Instagram en 2017. Au début, elle shootait simplement des tenues rétro dans Paris. Tout d'abord, c'était les années 40, 50. Puis elle a évolué vers d'autres styles. On a vu d'autres couleurs de cheveux, d'autres coiffures. Puis soudainement, elle a disparu des réseaux sociaux et aujourd'hui, elle est revenue. Nous la retrouvons aujourd'hui aussi sur scène avec son compagnon, mais aussi sur Instagram où elle propose autant des vidéos de look que des contemplations davantage cinématographiques sur la féminité. Daria, c'est une de ces artistes multifacettes qui s'exprime par le style autant que par le chant ou la photographie. Bonjour Daria, je suis ravie de t'accueillir dans le boudoir de Glamazon Studies. Peux-tu te présenter en quelques mots pour les auditrices et les auditeurs ? Comment devient-on ambassadrice de féminité ? Comment devient-on Daria Nelson ? Bonjour, déjà merci de m'avoir invitée parce que ça me fait plaisir de pouvoir parler de mes passions, de glamour, de la féminité et pas juste de participer aux certaines interviews comme plus un. Déjà ça fait du bien. Et en fait tout ça a commencé. J'ai eu jamais envie d'être ambassadrice de glamour ou avoir communauté. Je voulais jamais avoir un blog ou grandir dans cette direction-là. Je voulais juste, encourager des filles comme moi de s'habiller autrement et d'être soi-même parce que moi, j'ai pas eu cette occasion jusqu'à l'âge de mes 23 ans où j'ai compris que je peux, faire ce qui me plaît et je peux être la reine, au quotidien pour moi-même et pas pour rentrer dans les standards dictés par la société de consommation quand même assez de fast fashion, quoi. Parce que moi, j'étais consommatrice bien sûr de Zara, de H&M et toutes ces marques-là, jusqu'au moment où je me suis retrouvée porter le même manteau qu'une autre fille pour la présentation de parfum ou quoi, et je me dis non, c'est pas possible. Et du coup, je commençais à me poser des questions, notamment sur mon style, parce que je l'avais pas. Je m'habillais comme tout le monde et je suivais vraiment les tendances actuelles, tout simplement parce que j'osais pas, parce que j'avais pas de courage. Et du coup, j'ai essayé de trouver mon courage en me montrant en photo. Du coup, j'ai eu le retour des filles qui aimaient bien le style ou qui s'habillaient comme ça ou qui voulaient s'habiller comme ça. Et en fait, en essayant d'encourager les autres de le faire, je m'encourageais moi-même. Du coup, c'était vraiment cet échange qui m'a permis de découvrir plein d'artistes, influenceuses, des femmes assez incroyables avec lesquelles donc on est amis maintenant. Et moi, je suis très heureuse que j'ai osé à l'époque de faire ça et que j'ai maintenant mon communauté qui me suit et comme tu l'as dit assez clairement, la plupart c'est des femmes, 80% c'est des femmes et vraiment je suis très heureuse parce que je me dis waouh, c'est quand même c'est un bon signe, ça veut dire que les consommatrices du contenu que je créais, ça plaît aux femmes. C'est pas juste bêtement quand on me demande souvent t'as que des mecs sur les réseaux qui likent des photos et tout. Je dis non. Tu veux que je te surprenne? Non, c'est les femmes. Et c'est comme Dita Ventis ou Dorothy Martini, ils disent chaque fois que burlesque, c'est en renouvelant burlesque, en le faisant vraiment
donnant cette image d'une femme forte, d'une femme qui prenne ses décisions, d'une femme qui est, voilà, la reine. En fait, ils ont arrivé de retourner le burlesque de simplement le show qui était beaucoup fréquenté par les hommes pour voir les femmes se dénuder. En fait, ils ont retourné ça et c'est les femmes qui sont les grands fans de Dita Von Teese, Dirty Martini, qui font du burlesque. Et du coup, c'est un autre message maintenant. C'est vraiment le message très féministe, le message très libérateur, en fait. Oui, c'est ça. C'est justement l'épisode juste après le tien, ce sera une histoire du burlesque pour expliquer comment ça a été renversé un petit peu, et c'est une sorte de réappropriation en disant bah ouais, mais en fait vous, disons des grandes marques ou les grandes chaînes, vous voulez que mon corps soit perçu comme ça, mais j'ai pas envie. Il y a certaines autres parties que j'ai envie de mettre en avant, qui est assez chouette. Du coup, ce que j'entends dans ton parcours, c'est que tu as su perpétrer un peu une sorte de lignée de femmes qui reprennent possession de leur corps. Toi, t'as regardé, t'as eu tes propres modèles, et aujourd'hui, tu incarnes aussi cette inspiration pour d'autres femmes. Bah, ça me fait plaisir en fait d'encourager, parce que moi j'étais très peu encouragée étant enfant ou adolescent. Non, j'ai mon compagnon qui m'encourage beaucoup en tout. J'ai vraiment de la chance d'avoir un homme qui m'encourage en tout, que ce soit des photos nues parce que je faisais beaucoup de nus, des autoportraits ou les vidéos, et en plus d'avoir le communauté qui me soutient. Et donc moi j'ai envie de donner, j'ai envie d'encourager, j'ai envie d'envoyer ce message-là, d'accepter son corps, de l'aimer, mais aussi d'être fier en fait de le montrer, parce que souvent, même si on s'accepte et tout, souvent sous le regard des autres, on peut vite être découragé et d'avoir les doutes sur nous-mêmes, sur notre apparence physique, etc., etc. Oui, parce qu'en fait, quand tu commences à creuser sur la réappropriation de son corps, comme tu dis, il y a la première couche de on ne l'aime pas, mais ensuite le montrer, ça va encore plus loin, parce que c'est se confronter au regard des autres, c'est l'assumer aussi, et au-delà de l'assumer, c'est s'éclater avec, c'est prendre du plaisir à se mettre en scène, c'est peut-être prendre du plaisir à le montrer, et le travail que tu fais et le travail que on peut faire aussi avec le burlesque, c'est une mise en scène jouissive du corps en dehors de je montre un peu de peau et c'est forcément érotique, c'est forcément aguicheur, il y a autre chose derrière. C'est ça. Souvent, en fait, j'ai des remarques sur la photo. On me traite d'exhibitionniste, ou on me dit ouais, mais toi, en fait, tu veux séduire tous les mecs. Mais je dis bah non, moi, je veux juste kiffer mon corps. Et c'est pas que je ne peux pas le faire en me regardant en miroir ou en faisant mes autoportraits en cachette et en les regardant à la maison. En fait, moi, je veux partager, parce que moi, le partage, c'est une partie ultra importante. Pour moi, l'œuvre, elle n'existe pas. Il n'existe pas tant qu'il n'est pas partagé. C'est en partageant, même s'il n'y a pas de retour, mais en fait, je le partage, je montre et je dis quelque chose. Pour moi, c'est une partie très, très importante de ma création. Du coup, c'est vrai que moi, je le perçois différemment quand je le vois. Par exemple, là, tout ce qui est sur le mur, bah, c'est mon travail, c'est mon corps, c'est ma tête. Et en le regardant, du coup, je prends un peu de recul par rapport à mon physique. Et je me dis, mais en fait, là, c'est beau, je peux faire ça. Et du coup, ça me donne des idées. Et moi, j'étais tellement inspirée beaucoup par les autres. Du coup, j'essaye quelque part de trouver l'inspiration dans moi-même, dans mon image, dans mon travail, et j'essaie de progresser avec ça, d'être moins dure avec moi-même aussi. D'ailleurs, on peut parler un petit peu de ton aspect de photographie. Avant tout, presque, tu es photographe, fais des études de 3 ans, si je me souviens bien, à Paris. Tu commences à mettre en scène ta vision de la féminité dans des autoportraits plutôt argentiques et avec un côté très sensuel, voire érotique. J'ai bien envie que tu creuses un petit peu sur cette démarche-là, comment s'est passé le rapport au corps, comment s'est passée la mise en scène de soi, et aussi, est-ce que la perception de toi a évolué petit à petit? C'est intéressant parce que, en fait, c'est par hasard que je commençais à faire ça. J'avais trop envie. C'était pas très à la mode à l'époque. Enfin, moi, je suivais pas beaucoup cette mouvement d'autoportrait féminin ou de l'autoportrait masculin érotique ou sensuel. Et en fait, j'étais à 2e année d'études. J'avais vraiment un burn-out créatif. Je voulais rien faire. J'avais plus d'idées. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la photo argentique. J'avais un super professeur qui m'a dit un jour, mais en fait, Daria, ça sert à quoi que vous achetez les pellicules photos, que vous en servez jamais, parce que j'avais une grande collection et tout, mais je faisais jamais les photos. Et moi je dis bah en fait j'ose pas, je sais pas. Il me dit mais c'est en essayant que vous allez y arriver. Et en fait un jour je me dis bon bah ce jour-là ça va être maintenant. Et quand je me suis dénudée pour la première fois devant le caméra, c'était une sensation de liberté parce que je me voyais pas. En fait j'ai mis la caméra, je me dis voilà je me mets
approximativement là, et je vais faire les photos. Et en fait, j'ai découvert les photos quand je les développais. Et c'était une sensation étrange parce qu'on ne voyait pas le visage, on voyait que le corps. Et j'arrivais pas à me rendre compte que c'est mon corps, en fait. Parce que moi, je me trouvais toujours en miroir, je voyais toujours que des défauts. C'était beaucoup, je pense, influencé par l'image de moi-même que j'avais depuis mon enfance. Je me sentais moche. Chaque fois, on m'a souligné, ma mère, elle m'a souligné chaque fois, ah non, mais t'es moche, et regarde-moi, et personne va t'aimer, tu trouveras jamais un homme qui voudra te marier parce que t'es grosse. Regarde tes hanches, ils ont pas belles, etc., etc. Et du coup, quand j'ai vu mon corps sur l'image, je me suis dit, mais c'est pas mal. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est moi. Et du coup, j'ai commencé vraiment à aller plus loin. Je commençais à expérimenter avec la lumière, avec les matières. J'ai commencé vraiment à faire le travail plasticien, travaillant avec les développements différents, en traitant la pellicule différemment. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, mon corps, ça peut me servir. C'est mon meilleur modèle, en fait. J'ai pas besoin de demander quelqu'un. Je peux travailler avec mon corps, d'essayer de le comprendre, d'essayer de l'aimer, d'essayer de dire ce que j'ai envie de dire, en fait, en utilisant mon corps, mon visage, mon image. Et ça a commencé comme ça. Et ensuite, il y a eu le confinement, Covid, toute cette histoire. Déjà, en fait, j'avais mon blog qui était vraiment très mode et j'avais mon activité photographe à côté que j'en abordais presque jamais, en fait. Pour moi, c'était quelque chose, j'osais pas trop en parler. Et quand j'ai commencé d'en parler, je calais un peu trop fort. J'ai arrêté mon blog et du coup, je me dis maintenant, je vais parler que photographie. Ça n'a pas marché puisque c'était pas le même public. Et du coup, je me suis découragée et j'ai quitté les réseaux sociaux. En fait, je suis partie. Je me dis, voilà, je vais faire d'autres choses. Je vais recommencer de zéro. Au bout d'un moment, je me suis aperçue, en fait, que puisque j'avais pas le soutien de mon communauté, en fait, je me sentais moins moi-même. Ça me manquait, en fait, d'avoir la communauté, d'avoir le rapport avec les followers, d'avoir les discussions, de faire les amitiés sur les réseaux. Ça me manquait, en fait. Je le comprends maintenant parce que je me dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, mon travail, il a beaucoup changé aussi. Après, j'ai arrêté de faire les autoportraits. J'ai fait une grande série en 2021 que j'ai exposée à Arles. J'ai fait une autre que j'ai exposée l'année dernière. Et en fait, là, pour l'instant, je me suis dit, j'ai plus envie de faire la photo de mon corps. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. J'ai tous les super appareils, j'ai une super possibilité en fait de travailler, mais j'ai pas envie. Et un jour, en fait, je me suis dit mais ça me manque. Et je parlais à mon chéri, je lui ai dit écoute, ça me manque de plus faire le blog et tout, mais j'ose pas de revenir. C'est peut-être mal vu. Et du coup, j'ai évolué. Il me dit mais éclate-toi, fais ce qui te fait plaisir. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, quand j'ai commencé à faire mon blog ou la photographie, c'était pour moi, pour mon plaisir. Et j'ai tout oublié, j'étais concentrée un peu. J'ai choisi une route et je voulais la tracer à tout prix. Et je me dis, je vais essayer de faire les vidéos. Et c'est là, donc, où j'arrive à un nouveau stade de me dire, mais pourquoi pas de faire les vidéos artistiques? Parce que j'ai fait un peu les reels. C'est bien, mais au bout d'un moment, en fait, tu tournes en rond, j'en ai fait vingtaine. C'est bien. Mais j'arrive à retrouver mon communauté, mais je me dis, je peux donner quelque chose en plus et je peux amener mon travail de photographe, mon travail esthétique de l'autre côté. Je peux montrer mon corps en fait en vidéo, en essayant d'être plus arty, en essayant de faire ça comme en film, et ensuite je vais voir ce que je veux faire, mais en fait ça m'ouvre en fait d'autres possibilités, ça m'ouvre un autre regard, et c'est là où je me dis mais en fait c'est ça l'évolution, c'est de pas complètement fermer quelque chose, mais essayer de trouver un regard différent, et c'est ça ce qui me permet maintenant d'avoir d'autres idées, d'avoir d'autres envies, mais voilà, de devenir moi-même en progressant en fait, en pas juste abandonner, de me dire bon maintenant c'est fermé, maintenant je suis ça, de pas me réduire juste en étant je suis que photographe ou que artiste ou que blogueuse, mais en fait d'être artiste multiple, j'aime bien ce mot multiple parce que je fais plein de choses et juste de montrer ma vision, de montrer l'image que j'ai envie de montrer de moi en fait. Justement, peut-être que ta vision, tu pensais que c'était lié à un médium. Instagram, je fais ça, je fais de la photo, je fais ça. Et aujourd'hui, surtout là récemment, avec les petites vidéos que t'as sorties, je trouve qu'on commence à avoir une prise de recul sur qui tu es au-delà de Daria qui fait des photos, Daria qui monte sur scène, de cette espèce de différents personnages qui sont séparés. C'est toujours la même chose en fait, c'est toujours une question, ta vision elle s'exprime juste à travers différents médiums et différentes façons, que ce soit un reels monté où tu t'habilles ou que ce soit un autoportrait ou un autoportrait en mouvement, et ça reste
Un petit peu toujours comme le fait de se voir différemment. En fait, tu passes à travers une lentille, peu importe quelle lentille finalement, pour présenter ton corps différemment et le présenter aux autres. Je me mets en scène à travers un médium, mais même maintenant sur scène aussi. C'est moi qui décide de mon autodirection artistique et je le présente à autrui. C'est exactement ça, et surtout pour moi, en fait, c'est un effet, comment dire, j'essaie de trouver la réponse sur la question de qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Et du coup, j'apprends petit à petit que je peux être ça, mais je peux aussi être ça. Et je peux aussi être ça. C'est pas parce que je suis photographe que je ne peux pas, par exemple, d'être vidéaste ou que je ne peux pas chanter. Du coup, pour moi, c'est dingue. En fait, c'est la découverte magique. On m'a toujours dit non, tu peux pas faire ça, 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 et de le faire bien. Et du coup, pour moi, voilà, d'avoir 30 ans et de commencer seulement ce chemin ce voyage en fait à l'intérieur de soi, c'est tellement étrange de me dire, mais en fait, toutes ces années, je pensais que je suis que ça. Et en fait, de me dire, mais en fait, non, je peux tout essayer et je peux faire ça si ça me plaît, mais je peux aussi faire ça si ça me plaît. Et si ça me plaît pas ou j'arrive pas à le faire, je peux le faire différemment, je peux essayer d'autres choses. C'est tellement, je sais pas, c'est vraiment, pour moi, c'est une découverte. C'est un sort de liberté, en fait, que j'apprends comment dire, à accepter et de vivre vraiment cette liberté du choix et, essayer de pas avoir peur, en fait, de qui je suis, de le découvrir et de le montrer. En quelque sorte, tu ne dois rien à personne, enfin que personne n'a d'attente, personne n'attend rien de toi, donc tu as le droit aussi d'explorer, de te tromper, de partir, de revenir, d'essayer autrement. Et du coup, je trouve que cette liberté, qu'elle soit artistique ou même dans la personnalité, dans son entourage, c'est quelque chose de super important. Ça me fait penser un petit peu avec la mode. Du coup, pour te suivre depuis assez longtemps, je t'ai vu passer par des looks à chaque fois très élaborés. Mais on t'a vu d'abord très pin-up avec le page boy, nickel, les tenues avec les bonnes marques qu'il fallait. Et puis ensuite, t'es parti plutôt vers les années, je me rappelle de looks années 60, ensuite des looks années 70. Je trouve que tu vas vers quelque chose de plus personnel peut-être, de moins codifié en termes de look. Tu t'autorises à aller à prendre des choses qui te plaisent. On a un côté un peu femme fatale, on a un peu de fétiche avec du nylon, des talons. C'est quoi la mode pour toi ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Pour moi, la mode, c'est la liberté du choix, en fait. Et je l'ai compris il y a pas longtemps parce que je voulais toujours appartenir à quelque chose. Je voulais toujours, au début, quand j'ai commencé mon style, j'avais besoin d'être guidée. Et du coup, je voulais vraiment ressembler des femmes des années 40, ensuite des femmes des années 50. Et parce que personne ne le montrait à l'époque sur Instagram, c'était pas très à la mode par exemple en France. Moi, je suivais beaucoup Ida Von Münster, Miss Victoria Violet et tous ces filles-là. Et moi, je rêvais leur ressembler. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont belles, elles sont belles et tout. Et bien sûr, Dita Von Teese, qui avait son style perso, déjà, qui était pas pin-up ou voilà. Mais pour moi, c'était les sources d'inspiration. Je voulais le ressembler. C'est en essayant de le ressembler que j'ai commencé ce chemin d'essai où je me suis dit non, maintenant, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de quelque chose complètement différent quand tout le monde a commencé un peu d'avoir les blogs inspirés par les années 40, 50 et que tout le monde faisait les mêmes photos. Mais je dis non, moi, je veux complètement d'autres choses, même si c'est pas ma cam, je vais essayer. Et j'ai eu beaucoup de retours. Ouais, ça te va super bien et tout. Du coup, beaucoup d'encouragement. Mais mon cœur, il n'y était pas. J'ai essayé de me dire non, mais il faut que je le fasse parce que comme ça, j'ai le look un peu plus jeune et tout le monde me fait des compliments et tout ça. Mais en fait, non. Et je suis revenue au bout d'un moment aussi. J'ai tourné en rond et j'étais pas très heureuse de ce que j'avais. Je me dis j'ai envie de retourner à ce style un peu d'avant, un peu rétro glamour et tout. Mais j'ai eu peur. En fait, moi, j'ai vraiment un souci avec le regard des autres. C'est dingue. Mais chaque fois, avant de commencer quelque chose, je me dis mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont dire mais l'autre là, elle a pas réussi son chemin, du coup elle revient vers sa zone de confort. Et chaque fois en fait, c'est ça qui m'arrête beaucoup en fait de faire des choses qui me plaisent. Et là, il m'a fallu un peu du temps, il m'a fallu 2 ans je pense pour me dire mais en fait ça me plaît m'habiller comme ça et je suis pas obligée en fait d'avoir toujours la coiffure comme ci ou comme ça, maquillage comme ci ou comme ça pour en fait rentrer dans la normalité des filles pin-up ou des années 40, etc. Je suis pas vraiment dans la démarche de porter les vêtements que des années 30 pour avoir ce look des années 30, etc. Ça m'a fait beaucoup du bien, en fait, de me dire, mais en fait, je peux m'habiller comme je veux, je peux donner cette touche un peu fétiche, comme tu l'as dit, ou rétro,
j'essaye, comment dire, de pas suivre telle ou telle décennie pour décider comment je veux m'habiller, mais je sais que voilà, moi, ce que je veux maintenant, c'est le glamour, je veux me sentir sexy. Moi, j'ai envie de me désirer. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est de me voir en miroir et de me dire, mais là, franchement, t'es super. Et en fait, d'avoir cette sensation, je sais pas, de me sentir vraiment puissante, quoi. Je sais pas, de prendre le métro et de pas penser que cette fille, elle me regarde un peu bizarrement parce que machin. Et c'est un travail. Ça veut dire que chaque fois, je rentre dans le tram et bien sûr que les gens vont me regarder. Et chaque fois, je me dis, bon, les gens te regardent parce que t'es différente, pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Chaque fois, en fait, c'est un travail. Pour moi, c'est un peu lâcher prise sur ce que les autres pensent. J'arrive pas tout le temps. Par moments, il y a des choses qui m'agressent, il y a des choses, je suis très très sensible à ça. Mais du coup, je me permets un peu plus de liberté et d'être un peu moins dure avec moi-même, de profiter aussi. Moi, j'aime bien, par exemple, maintenant créer des looks. On voit la lingerie parce que j'adore la lingerie. Je sais que toi aussi. Et pour moi, c'est vraiment, enfin, de trouver cette façon de m'exprimer par mes habits et de pas juste pour qu'on me remarque, mais en fait pour être bien moi-même, sachant que bien sûr que les gens vont remarquer ça parce que c'est hors de commun, mais c'est pas parce que je suis habillée comme ça que les gens me regardent alors ça veut dire que c'est mal. C'est tout le traitement anti-angoisse en fait que j'essaye de faire aussi en même temps. Parce que le look interroge, bouscule aussi, et selon les personnes que tu vas rencontrer, les réactions sont différentes. Je suppose, on a autant de compliments que de gens qui vont se dire non mais elle se prend pour qui. Et ça c'est quelque chose que j'ai pu beaucoup expérimenter en voyage. J'ai pas mal voyagé, notamment en Inde et au Népal, où le look pin-up, il y a pas de pin-up là-bas. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose d'assez particulier parce que je continuais de me coiffer, j'avais des tenues adaptées, hein, parce que c'est pas le même, plus couverte et tout ça, mais ce que j'ai remarqué, j'étais avec mon père qui me prenait en photo dans les rues, et en fait, on a remarqué que les locaux, donc les femmes indiennes et les femmes népalaises qui voyaient mon look, ça donnait une sorte de lien entre femmes, de prendre soin de sa beauté, prendre soin de soi, cette espèce de curiosité aussi de voir un look différent, de voir mes Rolls ou mes page boys et dire mais comment tu fais? Et il y avait un vrai lien avec les locaux et j'ai rencontré beaucoup de monde grâce à mon look. Et à l'inverse, plus de touristes européens ou américains qui me regardaient de travers. Donc je pense que le look est à la fois une façon de se connecter avec les autres, mais aussi forcément dans le tas il y aura des gens qui vont projeter leurs propres insécurités, et c'est vrai que c'est un exercice assez difficile de le faire pour soi, mais on le fait jamais complètement pour soi non plus parce qu'on prend toujours en compte le regard des autres. Donc je trouve que la façon dont tu le formules est vraiment intéressante parce qu'il y a toujours les deux côtés de la même pièce finalement. C'est ça, et en fait, chaque fois je me dis bon, je vais pas réagir. Et en fait, j'essaie maintenant, si quelqu'un me regarde de travers ou quoi, de le sourire. Et en fait, c'est vrai que quand tu souris à quelqu'un qui te regarde même un peu bizarrement et tout, 90% vont te sourire en retour. Et c'est là où tu te dis, en fait, il y a rien de méchant dans son regard, parce que c'est juste la personne, elle se dit, bon, cette femme est habillée comme ça, pourquoi? Ça veut pas toujours dire ce que je pense. Du coup, j'essaye de sourire, ou s'il y a quelqu'un qui me prend en photo, voilà, de faire un petit clin d'œil et tout. Et en fait, ça change beaucoup aussi la façon de se sentir quand tu sors de chez toi, en fait. Avant, j'étais toujours prête, bien sûr, des regards et tout, mais c'était un peu comme la défense, beaucoup. C'était, voilà, je savais que si je prends la parasol quand il y a du soleil, bah, il y a beaucoup de gens qui vont me prendre en photo. Du coup, je le prenais un peu moins. Maintenant, j'essaye petit à petit, voilà, de lâcher sur ça, de me dire, en fait, je fais des choses pour mon plaisir. Et moi, ça me fait autant plaisir de voir les filles gothiques ou les filles émo quand je les vois habillées, maquillées et tout. Moi, j'adore ça. Moi, je me dis, waouh, cette personne-là, elle ose, en fait, de vivre son kiff, quoi, de s'habiller comme elle veut. Et bah, du coup, moi, je veux aussi. Et c'est pour ça aussi, notamment, que j'essaie de me surmonter. Je me dis, bon, si chacun va essayer de vivre son plaisir, on va être plus heureux, en fait. On va moins juger les autres. Parce que souvent, les jugements, ils viennent des personnes, en fait, qui ne peuvent pas vivre la vie qu'ils veulent. Parce qu'ils sont, voilà, en sécurité ou, je sais pas, il était beaucoup jugé. Moi, j'aurais dû passer par ça aussi pour arriver de lâcher un petit peu. C'est pas toujours le cas, mais j'arrive petit à petit d'être moins exigeante avec moi-même.
Oui, c'est aussi la maturité. On a tous, voilà, des parents ou des professeurs ou des gens qui ont laissé des voix dans nos têtes qui continuent à tourner et à nous juger. Tu parlais de lingerie tout à l'heure. J'ai bien envie de passer à ce sujet qui nous passionne toutes les deux, donc le monde merveilleux des dessous. Comment t'es venue cette passion plus précise pour les dessous et aujourd'hui comment tu les styles? Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que c'est que la lingerie au-delà de la mode? Qu'est-ce que c'est que la lingerie pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? En fait, ça m'apporte confiance en moi, vraiment, parce que moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait pas trop de questions, en fait, de se faire plaisir en portant une belle lingerie. Moi, je me souviendrai toujours de mon premier soutien-gorge. Il était basique de chez Basique, mais vraiment, il y avait rien de trop beau. Et ma mère, elle m'a dit, ouais, mais il faut avoir un soutien-gorge qui est vraiment topissime et tout, au cas où t'as un date. Et en fait, moi, j'avais cette idée qu'il faut mettre de belles lingeries pour des dates. Pour que l'homme, il profite, en fait. Et moi, j'avais toujours les culottes très, je sais pas, sportives, mais basiques, quoi. Marks & Spencer, noir, blanc, beige, voilà. Et je me posais jamais des questions. Et après, quand j'ai commencé à m'intéresser, bien sûr, j'ai adoré Dita. Moi, à l'époque, je regardais ces femmes qui portent une belle lingerie. Moi, je rêvais d'être comme eux. Mais je me dis, mais c'est bizarre, ces femmes qui portent de cette lingerie toute belle et tout, mais pour eux-mêmes, c'est un peu bizarre. Si peut-être elle porte ça pour que son chéri il soit content. C'était vraiment, bien sûr, Dita pour moi, c'était un exemple de tout, puisque c'était la femme qui était, voilà, elle vit maintenant. C'est pas une icône de glamour d'époque. Elle vit maintenant, mais elle porte la lingerie comme si c'était une icône de glamour de l'époque. Du coup, je les regardais, je me disais, ah là là, quand je vais grandir, je veux être comme elle et tout, et je veux être comme elle. Mais il m'a fallu du temps, en fait, pour comprendre l'importance de la lingerie. C'est quand j'ai commencé vraiment mon blog, et j'ai commencé à me renseigner sur la lingerie d'époque. J'ai commencé aussi à avoir les collaborations avec What Katie Did. C'était vraiment la première marque de lingerie qui m'a donné envie d'aller plus loin, d'avoir vraiment les sous-vêtements sexy, un peu avec la touche un peu romantique, et pour moi-même en fait de me dire là je mets cette culotte là et moi je sais qu'elle est là mais personne ne le sait. Tu te promènes dans Paris, tu te dis mais moi je porte cette culotte que j'adore. Enfin, c'est pour moi ça me semblait bizarre en fait comme genre de réflexion. Je partageais pas trop mes passions et ensuite j'ai commencé aussi de découvrir des corsets parce que What Katie Did ils m'ont proposé de faire collaboration avec eux pour leur corset Luna Extreme et je me dis ah là là, le corset, c'est aussi encore autre chose. Et petit à petit, je trouvais aussi des pièces vraiment vraies pièces d'époque, des Port-Jartel. Je suis devenue obsédée de Port-Jartel. Je n'ai jamais pu porter des bas qui se tient tout seul il y a l'année dernière. Et en fait, moi, je dis, mais waouh, ça donne tellement de confiance de savoir que moi, je porte des bas Jartel, de Port-Jartel. Pour moi, ça me donne tellement de confiance en soi. Et j'ai commencé petit à petit de m'acheter, quand j'avais un peu de sous, de m'offrir une lingerie de Dita Von Teese. Je me souviens, le premier achat que j'ai fait, c'était le Madame X. Mais pas le Madame X classique, mais le Madame X un peu light. Et j'ai mal choisi la taille, du coup il était trop grand, et après il était trop petit. Enfin, c'était tout de comprendre en fait son corps aussi, de se dire en fait ma taille c'est ça. Aller dans un boutique, de demander d'aide aux filles qui travaillent chez Agent Provocateur pour qu'ils puissent m'aider de savoir quelle taille j'ai. Et je me souviendrai toujours l'expérience quand je suis venue chez Agent Provocateur rue de Grenelle. Et il y avait une fille super qui travaillait là-bas. Et en fait, on a passé les heures et les heures avec elle de discuter de lingerie. Moi, je dis mais tu sais, moi, j'ai jamais eu la culotte comme ça en dentelle. Je sais pas comment ça se porte. Je ne sais pas comment tu le portes comment. Elle me dit mais tu peux le porter avec ton jean. C'est pas, t'as pas le bon ou mauvais moment pour porter les culottes en dentelle. Et pour moi, c'était la révélation de savoir que le corset, tu peux le porter pour toi. Que t'es pas obligé de porter la lingerie pour les autres. Et c'est là où j'ai commencé petit à petit de grandir ma collection de lingerie. Et ensuite, je sais pas, pour moi, avant, je le mettais que pour des grandes occasions. Maintenant, je peux porter la lingerie que j'adore pour moi, en fait, pour aller faire les courses. Je peux mettre Agent Provocateur et de me sentir bien, en fait. Pour moi, maintenant, c'est la base de tout. J'ai vraiment tout viré, tous les culottes un peu moches. Je veux plus avoir les culottes moches. Je veux avoir que les culottes qui me font plaisir. Je veux, si je mets le soutien-gorge, je veux que ce soit un super soutien-gorge. Je les portais tellement souvent, du coup, ils étaient mais vraiment
Par exemple, je sais pas, ma culotte de chez Marks Spencer, elle était en bonne qualité, mais je l'ai portée pendant 6 ans. Elle était toute, voilà, n'importe comment. Et en fait, j'ai compris que c'est la base de tout. En fait, c'est comment je vais me sentir quand je me promène dans la rue, comment je vais me tenir. C'est parce que je sais que moi, en dessous de mes vêtements, même si on le voit pas, je porte ça. Je porte un corset, ou je porte une gaine, ou je porte des bas jartelles. Moi, c'est ultra important pour moi. C'est la base de tout maintenant. Oui, c'est pas pour rien que ça s'appelle en anglais des pièces de fondation. C'est que finalement, c'est aussi la fondation de nous. Et quand tu parles de porte-jartel, de gaine ou de corset, comme tu dis, c'est des pièces qui te collent au corps, qui te tiennent, qui te soutiennent un petit peu et du coup qui te donnent une certaine prestance. Quelles sont les pièces de ta collection dont tu es la plus fière de posséder? Quelles sont les pièces que tu rêverais d'avoir? Je pense que en ce moment, la pièce dont je suis la plus fière, c'est le Whitney de chez Agent Provocateur. C'est comment il s'appelle? C'est un peu la pièce bondage. C'est vraiment the pièce. Je l'ai acheté à l'époque, je me suis ruinée. J'étais étudiante et je l'ai payé 550 ou 600 euros, qui maintenant c'est rien quand je regarde les prix de lingerie maintenant. Et en fait, ça, c'était the pièce. C'était the pièce de confiance. Quand je le mettais, je me dis, là maintenant, plus rien peut m'arriver, plus personne peut m'arrêter. Et c'est vraiment la pièce que je suis le plus fière, je pense. C'est cette pièce-là. Et moi, je rêve d'avoir le corset Mercy de chez Agent Provocateur. Et quand je regarde les prix, je me dis, je suis pas prête. Je suis pas prête d'investir autant en corset. J'ai eu beaucoup de cadeaux aussi en lingerie que j'adore. J'ai beaucoup de sets de chez Agent Provocateur, notamment. Je suis fan aussi de Fifi Chachnil. J'ai beaucoup de pièces de chez Fifi Chachnil. Et c'est vrai que ma collection, maintenant, je prends soin. J'ai vraiment dédié la pièce entière pour mon dressing. Et j'ai vraiment tous les rangements de ma lingerie par couleur, par occasion, si on peut dire ça comme ça. J'ai des pièces qui sont toujours rangées dans leur boîte Agent Provocateur ou Fifi Chachnil. J'ai vraiment tout un rangement de What Katie Did. J'ai tout le rangement pour les corsets. J'essaie de prendre soin au maximum. Et j'ai aussi une pièce dont je suis fière. C'est une gaine des années 50 que j'ai eu sur Vinted à 20 euros ou 30 euros, qui était jamais portée avec son tag d'origine. Je l'adore. C'est vraiment the pièce. Je l'ai pris en photo, en vidéo, mais j'ose pas la porter parce que en quotidien, c'est vraiment une pièce que je peux mettre pour faire les photos, mais c'est tellement précieux pour moi. Et l'effet qu'elle était jamais portée, qu'il y a toujours le tag avec le prix, pour moi, c'est vraiment la relique. Oui, il y a ce côté archive aussi, au-delà de... Quand on est passionné de lingerie ou qu'on commence à avoir cette relation-là avec la lingerie, c'est plus du soutien comme un soutien-gorge ou une culotte, ça va au-delà du côté fonctionnel et ça devient une sorte de, comme tu le dis, de jardin secret, une sorte de, j'aime bien dire que c'est une sorte de super pouvoir. Personne n'est au courant en fait. Ça nous donne cette confiance-là. Pour continuer sur cette idée un petit peu du sexy, de se séduire soi-même, j'ai envie un petit peu de parler de ton style actuel qui s'inspire beaucoup de l'archétype de la femme fatale. C'est un terme que tu as adopté aussi. Que représente la femme fatale pour toi? Qui sont les femmes fatales qui t'inspirent? Au-delà de toi-même, parce que c'est l'objectif, que tu t'inspires toi-même. Qu'est-ce que c'est la femme fatale? Moi, au début, je suis plutôt partie quand je voulais revenir sur Insta et montrer une autre visage, une autre facette de moi. Je voulais partir sur plutôt la définition de dark féminine. Et du coup, j'ai commencé à lire ce que c'est dark féminine, ce que c'est femme fatale et quelles sont les différences. Et de ce que j'ai compris, à l'époque, la femme fatale, c'était vraiment la femme forte, la femme séductrice, la femme qui séduit les hommes. Et la dark féminine, c'était la femme vraiment qui surmonte ses traumas, qui surmonte son côté obscur et qui se soigne, qui se guérisse. Et du coup, je suis partie vraiment sur ce trip dark féminine. Et petit à petit, je commençais à me dire, mais en fait, ça peut pas être comme ça ou comme ça. On peut être les deux. Il y a rien de mal en séduction. Par exemple, c'est pas mon but de séduire les hommes ou les femmes en m'habillant comme je m'habille, mais j'aime bien cette idée que la personne que je connais pas peut fantasmer, peut être séduit par mon style, peut se dire, waouh, cette femme, elle est incroyable. Et d'avoir cette image de moi, même si on se croise jamais, on parle jamais, ça m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est de rester dans le fantasme des gens. Et même moi-même, je me considère, en fait, j'aime bien de créer cette aura érotique pour me séduire moi-même, de me dire,
t'es tellement belle, t'es tellement sublime, en fait, pour m'aimer. Parce que moi, tout ce travail d'arc féminine, travail sur mon côté obscur et cette guérison, je l'ai vraiment besoin. Je me considérais toujours pas belle, je me considérais, voilà, je voyais que mes défauts. J'avais vraiment du mal je pense, à aimer quelqu'un d'autre parce que je m'aimais pas moi-même. Au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens différents, des amis, des amours, et j'ai essayé toujours, je voulais toujours qu'on m'aime. Je voulais toujours que l'autre, il m'apporte cette confiance en moi. Et ensuite, je suis tombée amoureuse de Mathias, mon chéri. Et en fait, il m'aime tant, il m'aime tellement que moi, en fait, j'ai commencé à douter que je le mérite, cet amour. Et pour moi, du coup, ce démarche, en fait, de travail sur mon côté obscur et tout, en fait, c'est pour accepter que je mérite de l'amour. C'est d'où il vient aussi mon style et cette idée de séduction, de sensualité, parce qu'en fait, moi, je veux accepter le fait que je peux être aimée, que je peux être désirée. Et je veux désirer moi-même parce que je me suis jamais posé cette question-là. Et pour moi, c'est vraiment le désir. Et mon style, c'est pour me séduire, en fait, d'abord, mais aussi pour pouvoir être séduisante, parce que c'était quelque chose interdit. J'ai grandi avec l'idée que le corps féminin, il est fait que pour ça ou que pour ça, que faire l'amour, c'est quelque chose de pas très important, que ça sert que pour faire les enfants. Et c'est vrai que c'est toute une découverte pour moi de me dire, mais en fait, il y a rien de sale en plaisir, il y a rien de sale en séduction. Et moi, j'aime me séduire, j'aime me regarder au miroir, me dire, t'es belle, tu mérites d'être aimée. T'es sexy. C'est vraiment pour retrouver le confiance en moi. Et je le travaille quand je mets mes photos sur les murs. C'est pas pour d'être égoïste. Moi, je me considérais toujours égoïste, en fait. Quand j'ai commencé vraiment à m'aimer et m'apprécier, c'est pas chaque jour que ça m'arrive. Voilà, c'est tout un travail. Et en fait, quand j'ai commencé m'aimer et m'apprécier, j'ai commencé à mettre un petit peu petit à petit ma tête sur les murs, ce que avant je faisais pas trop, et en fait de me dire mais en fait cette femme elle est belle, et cette femme c'est moi en fait, de pas juste de dire cette femme elle est belle, voilà, mais de dire en fait c'est moi et je suis comme ça, et d'être fière en fait de ce que j'ai, de pas juste voir les autres dire je veux être comme elle, elle est sublime, mais aussi de dire mais moi aussi je suis sublime. Et de séparer en fait l'égoïsme quand tu fais tout que pour toi, et en fait d'être juste bien en fait ce que tu es à l'intérieur de toi, de dire je mérite d'être aimée, je mérite de me trouver belle, et c'est pas être égoïste ou égocentrique, c'est juste en fait d'être bien dans ton corps. Et moi il y a personne qui m'a expliqué que c'est important de s'aimer d'abord. Du coup j'aurais dû le comprendre, j'aurais dû passer par les échecs, j'aurais dû aussi voilà, en me dévalorisant au maximum, de comprendre ma propre valeur. Et c'est ça aussi un peu l'idée de mon compte Insta, c'est d'essayer d'aller sur mon compte, regarder les vidéos, de se rendre compte que c'est moi et de me dire mais en fait t'es belle. Et j'aimerais tellement que les filles, en fait, nous, en tant que filles, quand on grandit, que nos mères nous disent ça, qu'ils nous disent mais en fait, t'es belle et t'es pas obligée d'être comme ci ou comme ça pour qu'on t'aime. Que t'es belle juste parce que tu es, et même si t'as des défauts, si t'as les hanches un peu trop grandes, ou si t'as le nez pas comme t'aimerais bien, c'est toi. Et tu es belle. Pour moi, les réseaux, ça sert beaucoup à ça. Avant, j'étais déprimée quand je voyais quelqu'un plus beau que moi. Ça me rendait dingue. Je me dis, oh là là, elle est tellement belle. Et moi, je suis moche. Et maintenant, j'essaie de regarder d'autres filles et de me dire, oh là là, qu'elle est belle. Et moi aussi, je suis belle. Je suis différente d'elle, mais je suis belle aussi. C'est un énorme travail. Quand je le prononce comme ça me semble être facile. Mais chaque matin, se lever, se voir sans maquillage, de me dire, mais en fait, tu es belle. Et je t'aime comme ça. Et je me maquille pas pour me changer, mais je me maquille parce que j'aime ma beauté et je veux juste rajouter un petit touche de glamour parce que j'aime bien cette image, et j'aimerais bien moi aussi d'être comme ça, mais pas pour me dire je me maquille pour me changer. Pour moi, maquillage, longtemps, c'était vraiment une masse. Le protection, je m'aimais pas trop sans maquillage, je mettais rarement les photos sans maquillage. Maintenant, j'ai pas de problème de faire les stories, je les gardais dans les stories à la une pour que les gens voient. Je m'en fous en fait, je peux sortir sans maquillage, mais j'aime bien me maquiller. C'est ça, c'est pas, je me maquille pas pour cacher quelque chose, mais c'est pour plaisir, pour me dire je m'aime. Mais comme ça, je me sens encore mieux en fait. C'est pas pour avoir avant, je pensais que je dois toujours être parfaite pour que les gens pensent que. Et maintenant en fait, je le fais. Et j'essaie de kiffer moi-même en fait, de me dire mais en fait voilà, je m'achète ça pour être à la maison bien, et pas pour faire juste 2-3 stories pour montrer que j'ai ça quoi. C'est juste pour me dire
ah, qu'est-ce que je me sens bien, je mets ça, je bois mon petit café et je suis heureuse en fait. De se dire qu'en fait, ma vie au quotidien, ça peut être le bonheur. Et la vie, c'est pas toujours que des choses difficiles, des choses insurmontables. Et tout ça, en fait, c'est un travail. Et pour moi, le glamour, le rêve, la séduction, ça m'aide en fait de m'accepter. C'est dingue, c'est fou. J'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais cru. Tout ce que tu viens de dire, c'est ce que je défends à travers le podcast et dans ma vie de tous les jours aussi. Je défends cette idée de glamour, non pas comme une soumission à un regard masculin, mais comme un outil d'émancipation qu'on peut jouer avec notre apparence, on peut jouer avec notre style et qu'on peut toutes et tous avoir accès à cette fabrication de soi et de jouer avec son identité pour apprendre à l'accepter et au final ne plus être soumis et soumise à ces dictates un petit peu justement parce que comme tu dis, personne nous apprend à nous aimer parce que historiquement et même en termes de construction de société, mais une femme c'est pas du tout fait pour s'occuper d'elle-même. On est censé s'occuper des autres, on est censé s'effacer, on est censé pas parler trop fort. Et du coup, dès qu'on commence à mettre un rouge à lèvres rouge, c'est voyant du rouge à lèvres rouge, dès qu'on commence à s'accepter avec un style, dès qu'on commence à prendre plus de place, à donner de la voix, bah du coup on passe du côté de ouais mais c'est pas une femme bien. Dans ce travail-là, il y a toujours un petit peu de honte aussi. Tu disais la différence avec l'égoïsme. On se dit souvent, ouais, mais si je passe du temps à me préparer, on va dire la société dit, ouais, mais c'est du temps gaspillé, c'est des trucs de fille. La fille, elle devrait pas prendre de place, pas être trop voyante non plus. Et du coup, je trouve que c'est ce fait de se donner ce temps, finalement, c'est une forme de self-care. Le fait de se faire plaisir et de s'autoriser à être jolie, à se plaire. C'est pas de l'égocentrisme du tout, c'est un long chemin d'amour de soi et plus on accepte l'amour des autres et plus on s'accepte soi, bah plus on est tranquille et plus ça va. C'est ça, et en fait, par rapport à ce que tu dis aussi, que la femme, elle est longuement été vraiment perçue comme plus un et voilà, s'occuper des autres et tout, d'être invisible. Maintenant, on parle beaucoup que la femme, maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut, s'habiller comme elle veut, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui portent les jeans et les baskets, qui se maquillent plus, qui disent « Ouais, mais c'est mon choix, parce qu'on m'a imposé tellement de temps de porter le corset et les talons. » Mais du coup, les mêmes femmes, en fait, quand ils voient une femme qui prend soin d'elle, très souvent, ils font les remarques. Et il y a le discours genre « Non, mais toi, ça se voit, t'es une victime de patriarcat, parce que toi, tu portes les talons et le corset, c'est pour plaire au mec. » Je dis « Ben non, mais je le fais pour moi. » Ben non, mais ça se voit que toi, il y a le patriarcat là, dans la tête. Mais je dis « Au final, en fait, c'est moi qui prends soin. » Enfin, c'est un jugement, mais je me prends soin de moi, je fais ce qui me plaît. Et toi, tu vas dans la route très facile. Tu t'habilles jean basket, même peut-être pas parce que ça te plaît, mais parce que les autres filles s'habillent comme ça. Et parce que tu veux pas qu'on te dise que, ah, tiens, t'as mis les talons au travail. Et tu veux pas que tes collègues, ils se moquent de toi. Moi, j'ai eu des connaissances qui n'osaient pas, en fait, d'être différents parce que oui, mais au travail, les collègues, ils vont me dire que, mais pourquoi t'as mis des talons? On s'est tellement battu pour que la femme puisse être libre et porter les baskets. Mais d'être libre, c'est pas toujours porter les baskets. D'être libre, c'est seulement de décider que là, je vais mettre les talons aiguilles si j'ai envie d'aller au dîner. Mais même si j'ai envie d'aller m'acheter du pain, je peux me mettre, voilà, les talons aiguilles, un chapeau et je peux faire ce que je veux. La liberté, c'est ça. Malheureusement, on a des petits soucis aussi avec cette image de la femme libre maintenant. Parce que dès que la femme, elle s'habille comme elle veut, bah, tout va bien. Mais quand les autres femmes commencent à dire, ouais, mais toi, t'es habillée comme ça, c'est pas la liberté. Et là, je me dis, mais je comprends rien, en fait. Pourquoi toi, tu décides pour moi ce qui est la liberté? Au lieu de me soutenir, dire, cool, si ça te plaît. Moi, j'essaie de comprendre et de soutenir tous les filles s'ils portent les jeans baskets ou les robes ou, je sais pas, même les vêtements masculins et tout. Dès que la femme, elle est heureuse, bah, tout va bien. Mais quand la femme, en fait, elle est malheureuse à l'intérieur de soi, mais elle n'ose pas de se poser cette question, qu'est-ce que le rend heureuse? C'est là où il y a, à mon avis, il y a un souci. Et souvent, on se pose pas la question, qu'est-ce que me fait du bien? C'est très égoïste, c'est perçu égocentrique, mais pourquoi tu penses qu'à toi, etc. Et c'est là où je me dis, quand même, j'ai vraiment de la chance. Parce que j'ai très peu de liens avec ma famille. J'ai beaucoup coupé les liens avec ma famille parce que c'était devenu insupportable. C'était chaque fois les jugements. Oui, mais tu mets cette robe-là, mais regarde. Et que j'ai mon compagnon qui me soutient vachement, en fait, qui me dit, mais éclate-toi, fais-toi plaisir. Et c'est aussi, je me suis aperçue, c'est pas souvent. J'ai des amis qui n'osent pas toujours faire ce qui leur plaît
plaît parce que leur mec pense que, ou parce que leur mec, il va se moquer d'eux. Et ben, je dis, mais c'est pas possible, mais enfin, comment ça se fait? Moi, je dis, je comprends que tu l'aimes et tout, mais tu l'aimes pourquoi, en fait? S'il te soutient pas, enfin, et pour moi, c'était normal de me dire, voilà, je dois être un peu comme ci, comme ça pour plaire. Et c'est quand j'ai compris, en fait, que je m'en fous de plaire, que j'ai retrouvé quelqu'un qui me soutient et qui m'accepte comme je suis. Et je suis étonnée que c'est rare. Là, je vois que ça change petit à petit. On a encore du taf quand même. C'est assez fou de voir à quel point c'est encore présent. Justement, on a cette idée biaisée de la femme libre. Une femme qui va tirer dans les pattes d'une autre plutôt que de s'allier à elle, c'est aussi des résidus de la rivalité féminine qu'on a depuis des siècles parce que il fallait que la plus belle puisse marier l'homme le plus riche et donc il y avait cette espèce de concurrence un peu à la orgueil et préjugés qu'on a encore aujourd'hui et c'est dommage justement. Même si les univers qui nous plaisent, le côté érotique, bien sûr que ça vient de codes qui ont été érigés pour plaire aux hommes, mais comme le burlesque, on peut se les réapproprier et en faire ce qu'on veut aujourd'hui. Bien sûr, les lèvres rouges, c'est censé symboliser le plaisir et c'est pour ça que le rouge à lèvres a été commercialisé. Mais maintenant, on s'en fout. On sait d'où ça vient, mais ça peut nous plaire, ça peut nous donner de la force et si on peut se le réapproprier en se créant, pourquoi ne pas le faire? Et il y a des jours où on sera avec le page boy ultra coiffé, il y a des jours où on sortira avec un autre style et c'est ça justement la liberté, je pense. Je voulais revenir rapidement sur tes inspirations. Dans une interview que j'ai écoutée précédemment, tu partageais coup de cœur, un éveil presque spirituel digne de syndrome de Stendhal pour une campagne de Jean-Paul Gaultier où un homme portait une jupe, il me semble. Quels sont tes coups de cœur après ce coup de cœur-là? Donc t'as eu Dita Von Teese, t'as entendu parler de Dirty Martini aussi à un moment. Qui sont les figures un peu qui t'inspirent en termes de force, d'émancipation, de posture, de look? Quelles sont tes icônes de glamour? Ce qui est vraiment bizarre avec moi, c'est que j'étais toujours inspirée par les hommes. J'ai toujours aimé les personnages masculins. Je voulais leur ressembler. Je voulais être un homme. Je voulais être libre, forte. Et je pensais que la femme, elle ne peut pas y être. Et même Dita, au début, je l'ai vraiment perçue. Je me dis, voilà, elle fait du striptease et tout pour plaire aux hommes. Quand j'étais vraiment dans l'âge où je comprenais pas. Et ensuite, en fait, j'ai découvert les femmes fortes. Par exemple, moi, je suis ultra fan de Lady Gaga. Et pas parce qu'elle porte la robe de viande. C'est parce que c'est une femme en fait, qui ne laisse pas se battre. C'est la femme qui fait ce qu'elle veut. C'est la femme qui a créé tout son univers et qui est multiple. Pour moi, c'est l'un des exemples, en fait, les plus parlants, en fait, de ce que moi, j'aimerais devenir. J'aimerais bien devenir femme qui a sa force, qui ne laisse pas se battre et qui fait ce qu'elle plaît, en même temps qui encourage les autres aussi, parce que pour moi c'était ce communauté aussi des fans de Lady Gaga que j'ai trouvé beaucoup, il y avait beaucoup de soutien, il y avait beaucoup de compréhension, de différence en fait. On acceptait les gens différents et je me dis waouh, ça peut être ça. Et ensuite j'ai commencé à vraiment de me renseigner sur qui c'est Lady Gaga et son parcours et les choses par lesquelles elle est passée, pas toujours facile. Pour moi, voilà, Dita Von Teese et Lady Gaga, c'est deux femmes que j'admire le plus. Sinon, moi, je suis ultra fan de Yves Saint Laurent. Son histoire d'amour avec Pierre Berger, qui m'a bouleversée. C'était le premier fois où j'ai vu le film, en fait, sur Saint Laurent. Et je me suis dit, c'est la première fois que je vois l'amour homosexuel. En fait, je savais pas que c'est possible. Je veux pas dire que je viens d'un bled paumé, mais en Ukraine, on n'en parlait pas trop. Et je me dis, waouh! Et en fait, c'est pas parce qu'on est un homme et une femme qu'on s'aime et tout. C'est autre chose. C'est la connexion entre les gens. C'est le soutien. C'est un qui crée des choses et l'autre qui fait tout pour que ça se passe au mieux. Enfin, c'est ça l'amour. En fait, voilà, j'ai beaucoup d'inspiration comme ça qui vient des gens complètement différents où je prends pas tout. Je me dis, ah, c'est la personne parfaite, mais je prends les inspirations petit à petit. En fait, je picore un peu partout. Il y a beaucoup des créatrices que j'admire beaucoup. Par exemple, il y a Catherine Delich, moi j'adore ses créations, j'adore ce qu'elle dégage, j'adore Bethany Vernon aussi, son livre, la Bible, mais c'est incroyable, mais je dis mais c'est ça qu'on doit apprendre les filles en fait, on doit s'accepter sa sexualité. Moi j'adore aussi Fifi Chachnil, pour moi
c'est la femme qui vit ses rêves, qui accepte que voilà, elle est comme ça. C'est le glamour. Pour elle, c'est la vie. J'ai parlé avec elle. Elle me dit, mais moi, j'ai aucun jogging, j'ai aucun t-shirt chez moi. C'est même pas que c'est la posture. C'est juste que moi, je ne vis pas comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est la jupe. J'aime bien le pantalon pour, je sais pas, pour certaines occasions. Mais moi, c'est ça. Je suis la femme et je l'admire et je l'accepte. Et en fait, c'est toutes ces femmes-là qui m'entourent, qui me donnent la force, en fait, qui me donnent cette force de m'accepter. Et quand je découvre de plus en plus, il y a maintenant avec Instagram et TikTok, c'est facile. Je tombe souvent sur les femmes magnifiques, en fait, qui aiment leur corps, qui ont du confiance en eux, en leur corps, en ce qu'ils font, et qui inspirent les autres de le faire. Moi, j'adore être inspirée par les autres. Moi, au début, quand j'ai fait mon Insta, moi, j'ai adoré inspirer. Maintenant, j'aime d'inspirer les autres. Mais j'adore d'être inspirée. J'adore me dire, waouh, elle est sublime. Et c'est quelque chose dont il fallait que je travaille parce que dans ma famille, c'était pas commun d'apprécier d'autres femmes. C'était beaucoup de jalousie, de rivalité. C'était beaucoup de, l'autre, là, elle a son business, bien sûr. C'est son mec qui l'a tout offert. Et moi, j'ai grandi avec cette idée. Et c'était tellement toxique, en fait. Et moi, j'aurais dû le chasser. J'aurais dû de travailler là-dessus, de me dire non, tu peux pas dévaloriser l'autre fille parce que elle a un parcours difficile comme toi en fait et tu peux pas dévaloriser l'autre mec, tu ne peux pas parce qu'en fait chacun son combat et surtout quand je vois les femmes qui sont jalouses d'autres femmes ou qui essaient de mettre les autres femmes dans les cases, c'est là où je deviens folle, mais je peux pas, c'est plus fort que moi. Mais je dis mais comment peux-tu avec tout ce combat qu'on traverse depuis des années et des siècles, des décennies, comment peux-tu en fait faire ça à quelqu'un d'autre? Je suis pas à 100% voilà encore dans son démarche. Par moment il m'arrive d'être jalouse, mais tout de suite je me dis non, là t'es jalouse. Pourquoi? Parce que toi tu fais pas assez d'efforts pour avoir ce qu'il a et elle a ce quelque chose dont t'es jaloux parce qu'en fait il a donné ça, il a sacrifié ça et son chemin c'est ça. Faut pas toujours voir quelqu'un qui a quelque chose que tu l'as pas et d'être jaloux. Il faut réfléchir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que cette personne elle était prête à abandonner ou traverser pour l'avoir et de se poser la question, est-ce que toi t'es prête de l'abandonner? Ça par exemple Dita Von Teese qui a la taille de Gap et qui porte les corsets et qui n'a jamais eu l'enfant, qui la vise et de pas se dire ah oui mais elle a ce corps bien sûr parce que c'est une star qui habite à Hollywood. Non, c'est parce que c'était son rêve, parce qu'elle a travaillé depuis ses 18 ans pour arriver jusque-là, parce que maintenant elle peut se permettre, mais elle a traversé tellement de choses. Et chaque fois, en fait, il faut le contextualiser à soi-même et aussi aux autres. Quand autour de nous, on entend les remarques un peu sexistes ou racistes ou peu importe, en fait, chaque fois, moi, je pars du principe que, en fait, il faut parler aux gens, il faut leur dire non, écoute, là, ta vision des choses, je comprends, c'est ta vision, mais en fait, là, ce que tu viens de dire, c'est irrespectueux par rapport à l'autre personne, mais aussi par rapport à toi. Parce qu'en fait, tu réfléchis pas ce qu'il y a derrière cette image. T'es juste jaloux, t'as envie d'avoir la même chose. Est-ce que toi, t'es prêt de travailler en même façon que cette personne a travaillé? Encore une fois, on m'a pas appris. On m'a appris d'être jaloux, on m'a appris d'être, de bitcher sur les autres. Et maintenant, en fait, quand je me rends compte que, en fait, j'ai grandi dans des conditions ultra toxiques, c'est là où je me dis, mais en fait, je suis pas obligée d'y rester. Je peux m'éloigner. Je peux choisir mon chemin. C'est pas parce que c'est ta mère ou c'est ton père ou c'est ton grand frère ou je sais pas quoi qu'on est obligé de garder ce lien. Et c'est ça qui m'a aidé aussi beaucoup d'évoluer sur la vision des choses. C'est de couper le lien toxique que j'avais avec certains membres de ma famille qui m'ont pas fait du bien, qui m'ont dit toujours ouais mais c'est pour ton bien que je te donne des conseils, n'ai jamais demandé et c'est là où j'arrive de me libérer. C'est quelque chose aussi, c'est une révélation de 30 ans je pense. C'est ça. Il y a plein de trucs qui se passent à 30 ans. Et puis c'est même toi qui choisis les personnes. Enfin, je pense que l'entourage est très très puissant dans sa façon de se percevoir et justement, pour moi, il y a aucun problème de couper les ponts avec les personnes toxiques, qu'elles partagent le même sang ou non justement. Et pour revenir sur ton parcours aussi, quand tu parles des inspirations, c'est vrai que c'est moi aussi d'expérience des réseaux sociaux, j'ai une sorte d'amour-haine des réseaux sociaux parce que pendant longtemps je scrollais justement Ida Von Munster, Miss Victory Violet, toutes ces femmes qui sont là depuis un moment et dont on connaît pas. On a vu que le moment où Instagram on montrait que les belles choses, on voyait que des choses positives et petit à petit maintenant on voit la vie de ces femmes. Alors il y en a qui ont des super vies, mais effectivement elles ont bossé, il y a du sacrifice, c'est un vrai métier et aussi tu dis il y a des choses où il faut que je travaille plus, mais il y a aussi je pense des choses où
peut-être qu'on n'a pas envie. Justement, par rapport à Dita Von Teese, oui, j'ai envie d'avoir une taille comme Dita Von Teese, mais j'ai pas envie de me taper un corset tous les jours. Et c'est pas grave, mais c'est bien d'avoir le background sur comment les personnes en sont arrivées là. Et ça te permet, je trouve, de développer aussi de la compassion. On est moins dans cette guerre, moi versus le monde, le regard des autres, et en s'acceptant et en acceptant que finalement les autres ne sont que le reflet de toi. Chacun a son propre parcours, chacun a ses soucis, a ses traumas. Et je trouve que c'est un très bel exercice de compassion, en fait. Plus on va développer de la compassion envers les autres, plus on en aura envers soi aussi. Cette personne a sûrement eu son parcours et rien n'est toujours au top, ça n'existe pas, les parcours on est tout le temps au top et du coup ça permet aussi de s'accepter soi dans son propre parcours, dans ses propres échecs comme dans ses propres victoires. On arrive vers la fin de l'épisode. Avant de clôturer, je voulais voir quels conseils aurais-tu à partager à nos auditrices comme à nos auditeurs pour faire un premier pas dans le monde du glamour et embrasser leur propre vision du glamour, de la féminité. Je pense que le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. C'est le conseil qu'on m'a jamais donné. Pour moi, c'était toujours, ça partait d'un principe que les échecs, c'est mauvais, qu'il faut pas faire les échecs. Et du coup, quand j'ai commencé ma vie toute seule à Paris, j'ai commencé chercher mon style et tout, j'ai fait plein d'échecs. Et chaque fois, je me disais, oh là là, c'est pas bien, c'est pas bien. Et du coup, j'avais cette manque de confiance en moi. Et en fait, aussi en évoluant et avec le soutien de Mathias qui m'explique des choses de la vie qu'il a compris avant moi et qu'il m'a dit, mais en fait, les échecs, c'est ça qui te montre que tu progresses. Tu peux pas arriver à faire des choses sans échecs. Il faut se tromper pour trouver ton chemin. Et pour moi, c'était quelque chose de dingue. Je me dis, mais comment ça? Tu peux pas faire les échecs, c'est interdit. Et en fait, de plus en plus, je comprends que si j'aurais pas fait certains échecs dans mon style, dans la façon de voir les choses, dans la façon de vivre ou de faire de l'art, en fait, j'aurais jamais progressé et j'aurais pas été là où je suis si j'aurais pas fait ces échecs-là. Et surtout qu'il faut se dire que chaque fois, en fait, quand tu fais un échec, tu apprends de ton expérience. On apprend toujours mieux de son propre expérience, même si on va nous dire 10 000 fois non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. On comprendra pourquoi il faut pas le faire quand on le fera. Pour moi, en fait, il faut être libre de pouvoir faire les échecs. Pour moi, je pense que c'est la conseil la plus importante parce que moi, j'aurais jamais arrivé de lâcher certaines choses si j'aurais pas vu, en fait, dans quel état ça me met, que ça me met trop de stress. Voilà, que j'ai fait cet échec-là de vouloir être parfaite et aussi de se dire que rien n'est parfait. Mais rien. Même Dita Von Teese, elle n'est pas parfaite. Elle a aussi la moustache. Non mais vraiment. Ça veut dire que moi j'ai la moustache, elle aussi, parce que toutes les femmes ont des poils. C'est pas nouveau. Mais de se dire, en fait, chaque fois de se dire, mais en fait, il y a rien parfait dans ce monde. Bien sûr qu'on peut être belle, il y a des photos retouchées aussi. On peut trouver son angle parfait et tout. Mais on a les deux dans la vraie vie. Tu peux pas toujours être comme ça. En fait, il faut juste accepter que rien n'est parfait et que tu as le droit à l'échec. Pour moi, c'est ça, c'est les conseils les plus importants. J'aurais aimé de grandir en fait avec ces valeurs. Ça m'aurait simplifié beaucoup mon parcours, je pense. Bon, à part des échecs qui te mènent vers plus de bonheur, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la fois à Fatal Lilith et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Daria pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Du courage et de patience. Parce que je suis quelqu'un de très impatient. Encore une fois, c'est lié aux échecs. Quand quelque chose n'arrive pas de première fois, j'ai la tendance de lâcher. Du coup, je souhaite, et à Fatal Lilith et à Daria, à tous les deux, en fait, de ne pas lâcher après le premier échec, de ne pas lâcher après le 10e échec, et après 20e échec, et juste se poser la question, est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Parce qu'il y a certaines choses aussi qu'on fait, qui sont pas vraiment nos envies. C'est juste pour paraître quelque chose mieux, pour avoir plus d'abonnés ou pour avoir plus de likes ou je sais pas quoi. Mais en fait, il faut se faire plaisir sans bien sûr réduire l'espace vital de l'autre. Mais en fait, il faut juste d'être bien avec soi-même et de se poser les vraies questions, de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux et de ne pas se mentir. Je te souhaite tout ça, un peu moins de regard des autres et un peu plus d'amour de soi, de continuer sur ce chemin-là. Un grand merci pour ce moment partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'aller plus loin après ce super épisode? Merci beaucoup.
vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon compte Fatal Lily, sur YouTube. J'espère que je vais faire mon comeback parce que ça fait très longtemps, c'est Daria Nelson. Et le 14 juillet, Francophonie de La Rochelle, on fait le spectacle aussi. Voilà, du coup, c'est là où vous pouvez me retrouver. Super, merci Daria. Merci beaucoup à toi. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode en excellente compagnie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à nous, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la réouverture du boudoir. À très vite.